Yo les bros. J'avais hâte de prononcer cette phrase, j'espère que vous allez bien, c'est votre fidèle Goji et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ni plus ni moins que la review du chapitre 1069 de One Piece. Ce chapitre est un vrai plaisir, une petite dinguerie comme on les aime. Le combat de Luffy et Lucci commence, Kizaru est en route vers Egghead, on parle d'éveil de fruits du démon mais aussi et surtout des origines des fruits du démon. Oui, vous avez le droit d'écrire c'est quoi ce poulet, hein, je ne vous en voudrais pas. Alors il faut quand même que je vous avertisse pour quelques trucs, comme d'habitude. Oui, toujours. One Piece sera en pause la semaine prochaine et devrait normalement être en pause encore la semaine d'après. Sauf que apparemment, ça ne sera pas le cas, le chapitre 1070 sortira le 25 décembre, suite à cela il y aura une pause et le chapitre 1071 sortira le 8 janvier. Donc sauf si ça change, voici le planning des futurs chapitres. Voilà, du coup, eh bien, on en vient à mon fameux iceberg que je dois vous poster. J'avance plutôt bien sur le montage, hein, mais il me reste vraiment beaucoup de travail, alors sans vous le promettre, car je sais pas si je réussirai, mais il sortira peut-être le week-end prochain, entre vendredi 16 et dimanche 18 décembre. Rien n'est sûr, mais je vais me déchirer pour le faire, alors je vous invite vraiment à me follow sur Twitter pour que je puisse, le moment venu, vous communiquer la date précise de sa sortie. En tout cas, je tiens à m'excuser profondément d'avance si le montage de cette review est un petit peu plus léger que d'habitude. J'aurai tout simplement moins le temps de bosser dessus, même si le fond et l'écriture seront, eux, normalement largement au rendez-vous. Voilà, faites-moi confiance. Voilà, je pense avoir fait le tour, alors mes gigabros, je vous invite à lâcher votre meilleur like pour ce chapitre mythique et à vous abonner pour ne rater aucune des futures vidéos. J'ai eu du mal un peu, ouais, c'est pas grave. Allez, merci et commençons. C'est la cover de ce chapitre qui va introduire la review car oui, même elle est intéressante. On y voit une partie du flashback des Mads et nous apprenons que c'était Dufeld, qui était à l'origine l'investisseur de cette équipe de scientifiques illégales, qui se voulait pourtant entièrement pacifiste. Alors c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Dufeld est un des personnages inconnus mais pourtant hyper importants, c'est le dieu de la fortune de la pègre et l'un de ses empereurs. Les empereurs de la pègre se comptent au nombre de 6, Stussy en faisait d'ailleurs partie ainsi que Morgans, témoignant de l'importance de ces personnages dans l'histoire de One Piece. Bref, pour faire simple, c'est la mafia. La mafia à l'échelle mondiale, qui peut à la fois travailler avec des pirates comme Crocodile ou Doflamingo, ou avec des dragons célestes. On apprend donc que Dufeld, qui est sûrement l'un, voire le personnage le plus riche du monde, a financé les recherches et l'équipement des Mads à une époque remontant à pas loin de 30 ou 40 ans. C'est une estimation, hein, rien de sûr. Il est bien noté cependant que les Mads étaient pacifistes, ils n'avaient pas vocation à se battre d'une façon ou d'une autre et vivaient vraiment par amour de la science. Il faut savoir que c'est à cette époque que les Mads, dont Vegapunk, ont trouvé le facteur de lignage de la vie, soit l'origine même des principaux sujets actuels de One Piece. Les clones, les fruits du démon modifiés, les séraphins, les pacifistas, voilà, bref, tout vient de là, de cette époque précise. Autant vous dire que cette mini-aventure sur le Garma, semblant au premier abord absolument rompiche, est très vite devenue l'une des plus intéressantes, que ce soit via le kidnapping de Pudding par Barbe Noire ou la révélation du passé des Mads. Oda a d'ailleurs très bien goupillé son histoire puisque le passé de Vegapunk se révèle à la fois dans une mini-aventure et dans le chapitre de la mini-aventure. En tout cas, l'apparition de Dufeld m'a rappelé à quel point j'ai eu tendance à mettre de côté les empereurs de la pègre et que c'était une erreur. Ils vont bien être développés et même si ce n'est pas directement dans l'histoire, ça n'en reste pas moins passionnant, entier et même plutôt cohérent. Maintenant, je voulais quand même théoriser vite fait sur un sujet, mais je ne sais pas pour vous, Dufeld dans sa jeunesse m'a énormément fait penser à Crocodile. Les cheveux, le cigare, la dégaine de baron... Il y a un petit truc, hein. Alors j'ai jamais eu cette théorie avant, hein, mais cette ressemblance aujourd'hui me pousse à penser qu'il existe un monde où l'un et l'autre sont liés. Peut-être en tant que père et enfant, et avec un petit peu de recul, ça serait pas si con. Crocodile était lui-même dans la pègre, il semblait avoir une grosse fortune à en juger les bijoux qu'il exhibait, et surtout avec ses connaissances particulières comme l'existence de Pluton. Je trouverais ça assez cohérent que Dufeld soit son père, que c'est de lui qu'il tire sa fortune, et peut-être que ce soit également de lui qu'il a appris l'existence de Pluton. On n'oublie pas que l'un des autres empereurs de la pègre se trouve être Yumit, le roi du transport maritime. Ça m'étonnerait que ce dernier, qui étant lié au bateau, ne connaisse pas l'histoire de Pluton, chose qui serait parvenue aux oreilles de Crocodile. Pour finir, Crocodile est justement celui nous ayant introduit la pègre dans One Piece, du coup ça pourrait être un gros foreshadow que l'on découvre plus tard qu'en plus de ça, son père fait partie des principaux dirigeants de ces derniers. Voilà, on verra ce que ça donne, dites-moi si vous aimez bien l'idée, en tout cas on va vite passer à la suite parce que il y a beaucoup de choses à dire.
La première partie de ce chapitre est intéressante pour deux choses. Luffy découvre que c'est Atlas qui est blessé par Lucci, chose qui ne va forcément pas lui plaire puisque cette dernière a eu un contact très amical avec lui, donc sad pour Lucci mais il s'en est pris à la mauvaise personne. Ensuite, et on a un petit peu tendance à l'oublier puisque c'est récent, mais Luffy est désormais empereur et on n'agit pas de la même façon avec un empereur qu'un simple pirate. J'ai donc beaucoup aimé le rappel que Kaku et Stoshi ont fait à Lucci en lui disant avoir besoin de la permission de la marine avant d'attaquer Luffy, puisque en tant qu'Yonko, n'importe quel combat pourrait mener à une guerre de très grande envergure, avec des répercussions mondiales. D'ailleurs, Marineford a laissé de grosses séquelles de ce côté-là. Mais voilà, je trouve ça important de rappeler que même si de notre vision, Luffy et les Mugiwara restent les mêmes, leur statut a totalement changé et évolué vis-à-vis des autres personnages de One Piece. Nous apprenons dans la seconde partie que enfin Kizaru a pu bouger. Let's go, l'amiral est en direction de Egghead et s'apprête à... J'arrive toujours pas à dire Egghead. L'amiral est en direction de Egghead et s'apprête à rajouter une éventuelle difficulté supplémentaire aux Mugiwara. Alors ce déplacement implique beaucoup de choses et plusieurs scénarios sont envisageables. On le disait à l'instant, mais la marine et le gouvernement ne peuvent pas attaquer un empereur comme ça. Il est donc fort possible que Kizaru serve de médiateur dans le combat de Luffy contre Lucci et que s'il évite que ça aille plus loin. Il faut pas non plus oublier qu'en tant qu'amiral, il n'a rien à voir avec le CP0. L'un appartient à la marine, l'autre le gouvernement. Petite distinction quand même. Kizaru étant le plus équilibré des amiraux n'ayant pas le laxisme de Fujitora ou la mentalité radicale d'Akainu, il n'est absolument pas obligé de combattre en arrivant sur Egghead. Surtout que Kizaru est lié à Vegapunk de plusieurs manières. Santomaru, son neveu, est le garde du corps du scientifique et ce dernier a d'ailleurs répliqué son Pika Pika no Mi pour l'ajouter dans l'armement des pacifistas. On peut donc en déduire que Kizaru et Vegapunk se connaissent possiblement assez bien, qu'ils puissent s'apprécier et que l'amiral n'approuve pas la mise à mort que le gouvernement souhaite de lui. C'était le premier scénario. Le deuxième est effectivement qu'il passe à l'attaque. Alors désolé, mais je vais dire la même chose que pour Lucci. Kizaru, bien qu'il soit plus puissant que ce dernier, n'a malgré tout aucune chance face à Luffy. Alors je veux pas partir dans un débat de puissance, juste notifier et relever que même s'il est plus coriace, il ne sera plus la menace ultime des Mugiwara comme sur Sabaody. Même si j'avoue, j'aimerais avoir le combat contre un Amiro car finalement, ce sont des monstres que les Mugiwara ont affrontés à plusieurs reprises sans jamais avoir réussi à les vaincre ou à les égaler. Pour le Goji ayant découvert One Piece ébahi par la puissance des amiraux et même pour tous ceux d'entre vous ayant une fois ressenti de la crainte envers eux, ça serait quand même un bel hommage que de voir Luffy affronter et l'emporter, et bien sûr un de ses amiraux. Donc oui, je ne pense pas qu'il y aura combat Kizaru versus Mugiwara, mais c'est forcément une hypothèse à prendre en compte. Par contre, et on en vient à une chose dont je suis presque sûr, c'est que si Kizaru apparaît là, ici, maintenant, au milieu de Luffy et Lucci, la vision de son neveu sévèrement blessé par le chef du CP0 puisse éventuellement le mettre dans une folie. Mais ça, on en parlera un petit peu plus loin. En tout cas, évidemment que c'est hypant à souhait et j'espère qu'on ne sera pas déçu de sa venue. N'est-ce pas, Ryokugyo? Ok, on passe désormais à la partie combat et aussi au début des premières révélations. Luffy a révélé son Gear 5 pour la première fois depuis son combat contre Kaido et surtout il la dévoile aux yeux de tous. Le retour de Nika fait à nouveau face à un Zoan qui est celui de Rob Lucci, ayant lui-même éveillé son fruit du démon au plus haut niveau de sa puissance. Son apparence laisse désormais apparaître la même fumée autour de lui que le Gear 5 ou le Gear 4 d'ailleurs. Il s'agit donc du signe d'un Zoan éveillé. À en juger les flammes autour de Kaido ou la fumée autour de Yamato, on peut donc en déduire que eux aussi avaient naturellement éveillé leurs fruits. Du coup, vu qu'un Zoan carnivore a un éveil d'apparence similaire à un Zoan mythique, je veux dire au niveau des flammes et de la fumée, etc., on peut là encore en déduire que tous les éveils de Zoan laissent apparaître des flammes, de la fumée, des nuages autour de leur corps. Si on avait su ça avant, on se serait posé beaucoup plus de questions sur le Gear 4 de Luffy. Concernant Lucci, on peut donc voir qu'il a aussi énormément évolué pendant ces 2 dernières années, chose qui est donc absolument normale. Maîtrise du Haki, maîtrise de son fruit du démon, il n'a pas laissé Luffy être le seul à gagner en puissance. Pourtant, est-ce que ça suffira? Eh bien, en juger le combat, ça risque d'être toujours quand même assez compliqué. Je dois avouer ne pas avoir pensé qu'il atteindrait un niveau si élevé quand même, je le reconnais, mais le problème pour lui et le CP0 reste le même, ils n'ont plus ni le pouvoir ni l'intérêt scénaristique d'égaler Luffy, et ça fait déjà longtemps maintenant. Nous pouvons de toute façon largement le voir dans ce chapitre, malgré la forme éveillée de Lucci, il n'a pas réussi à infliger de dégâts à Luffy, et au contraire c'est Luffy qui l'a blessé. Même si en tant que Zoan éveillé il a pu très vite récupérer, on a pu sentir que celui qui dominait et menait la danse c'était l'empereur et non le CP0. Pour autant, il ne faut effectivement pas entièrement sous-estimé. On a très bien vu sur cette page à quel point Lucci a été capable de tenir tête à Luffy, qui est d'ailleurs une page hommage à celle du chapitre 409. Luffy a encore des chances de prendre des dégâts par la suite, car on va voir le Rokyogan de Lucci en forme hybride éveillée, qui doit être pour le coup redoutable. Mais bon, vous l'aurez compris, s'il est parvenu à vaincre le roi aux 100 bêtes sur une Gashima, ce n'est pas le léopard qui va l'effrayer.
Super, ma petite particule elle s'était enlevée. Putain, vraiment, catastrophique ces vidéos. Malgré tout, je suis quand même agréablement surpris que Luffy n'ait pas juste à lui foutre un coup pour l'emporter. C'était vraiment une crainte que de voir le gouvernement autant se ridiculiser à nouveau. Je l'ai mentionné brièvement à l'instant, mais Luffy a effectivement dévoilé une nouvelle technique du Gear 5 qui est le Gomu Gomu no Mogura Pistol. Alors je tenais vraiment à revenir sur le sujet puisque ce n'est pas une technique sortie de nulle part, elle ressemble fortement à certaines techniques éveillées du Moshi Moshi no Mi de Katakuri. C'est assez habituel chez Luffy de réutiliser et transformer des techniques vues chez ses adversaires. Le Gomu Gomu no Mogura Pistol semble être vraiment inspiré de Katakuri. D'ailleurs, Mogura est également le nom du trident de ce dernier, donc raison de plus de le penser. Voilà, j'ai fait le tour concernant cette partie du combat, on va encore en reparler après, surtout du Gear 5, mais en tout cas c'était un vrai plaisir de revoir ce Nika qui nous a tant fait frissonner lors de sa première apparition. Parlons désormais des Séraphins. Ils sont là au grand complet, enfin du moins ceux que l'on a déjà vus. Nous avons une information intéressante les concernant et concernant ceux pouvant les commander. En effet, la hiérarchie se présente comme suit. En fonction de leur présence, le Gorosei a la priorité sur Dr Vegapunk, qui lui-même a la priorité sur Sentomaru, qui lui-même a la priorité sur tous ceux possédant la télécommande temporaire comme le CP0 actuellement. Ça veut donc dire qu'en théorie, à part le Gorosei qui devrait se déplacer, chose qui n'arrive jamais, Vegapunk aura toujours le commandement des pacifistas. Encore une fois, c'est là où je me suis posé quelques questions. Vegapunk laisserait-il du haut de sa très grande intelligence le plein pouvoir au Gorosei sans porte de secours? Je veux dire, il s'agit sûrement de ses plus puissantes créations. À sa place, j'aurais fait en sorte que même si un pouvoir supérieur peut prendre le contrôle, je puisse moi-même utiliser une commande d'urgence et renverser la situation. Du coup, j'ai encore pensé à Dragon. Alors on va pas rabâcher 50 fois cette théorie de Dragon va s'emparer du contrôle des pacifistas pour aller retourner contre la marine. Je pense que vous l'avez bien compris avec le temps. Mais ça reste quand même dans le thème du sujet actuel. Alors sans aller plus loin, je me dis simplement que peut-être, encore au-dessus du Gorosei, Vegapunk a donné les droits à Monkey D. Dragon, qui serait le seul capable de les commander. En tout cas, dans l'instant T ou même dans un futur un petit peu plus lointain, je m'attends vraiment à voir la présence physique du Gorosei pour contrôler l'armée des Séraphins. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'ils passeront enfin à l'action, chose attendue depuis de nombreuses années. Et si ma théorie sur Dragon se confirme, alors ça signifie que Dragon va prendre le pouvoir sur les Séraphins face aux Gorosei qui sont eux-mêmes présents. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est absolument fou. Dragon d'un côté, Gorosei de l'autre, Séraphins au milieu. Incroyable. Je me suis ensuite intéressé aux Séraphins eux-mêmes et aux ordres qu'ils ont reçus de la part de Sentomaru. S. Snake, soit le Séraphin de bois Hancock, doit mener Luffy et le reste du groupe dans une fusée qui les amèneront apparemment au dôme principal, là où se trouve le cerveau de Vegapunk. Le fait que ce soit Hancock qui les escorte n'est donc pas choisi au hasard. Si Luffy capte que c'est elle, il va forcément se mettre à poser des questions à Vegapunk. Ce qui signifie que d'ici les prochains chapitres, on a de grandes chances de découvrir comment et pourquoi les Séraphins sont inspirés des grands corsaires originaux. Voilà, je pense avoir plus ou moins fait le les concernant, et puis une très grosse partie nous attend sur les fruits du démon, alors écoutez, allons-y. Moment délicat mais aussi assez fou puisque comme on pouvait s'y attendre de la part de Vegapunk, il nous révèle une partie des origines des fruits du démon, du moins de leur création. On savait qu'il allait beaucoup nous en dire à leur sujet, Oda nous avait teasé par le passé dans un SBS, mais nous y sommes enfin et ça fait quand même un petit peu bizarre. Si vous êtes normalement constitué, vous devez sans doute avoir rien compris au départ. Rassurez-vous, je pense que c'est normal, ça a été la même pour moi. À vrai dire, je sais même pas si j'ai vraiment compris encore maintenant comment fonctionne le processus de création des fruits du démon. Je vais quand même tenter de vous expliquer comment naissent les fruits du démon et l'impact qu'a cette révélation pour la suite, et on parlera évidemment de Nika juste après. Vegapunk dit que tout ce qui existe sur Terre est né du souhait des humains, ce qui est pareil pour les fruits du démon. Les humains ayant le désir d'un pouvoir, d'une évolution, les fruits du démon sont la manifestation et la personnification de ces souhaits. Mais étant donné que ces souhaits ne sont pas naturels, puisqu'ils demandent un pouvoir qu'ils ne possèdent pas à l'origine, la mer, qui est considérée comme la mère de la nature, maudit les utilisateurs de ces fruits, les empêchant de nager. Du coup, Vegapunk conclut en expliquant que les utilisateurs actuels de fruits du démon vivent dans le futur que quelqu'un a un jour désiré, dans une dimension imaginée par quelqu'un. En gros, les fruits du démon actuels sont les souhaits de personnes du passé et sont donc dans leur futur. C'est compliqué, hein. Vegapunk rajoute également ne pas savoir si les dieux existent ou pas, mais qu'il trouve ça intéressant. En gros, il ne sait pas expliquer l'origine de la matérialisation de ses souhaits, car possiblement quelqu'un ou quelque chose pourrait avoir un effet dessus. Alors, par où commencer? Je sais pas. Vraiment, c'est à la fois hypant, presque incompréhensible, tout en étant sujet à plein de théories. C'est très bizarre. C'est habituel chez Oda en réalité, il nous dévoile quelque chose pour nous donner encore plus de questions. Bref, je vais tenter de développer 3 sujets et on verra où ça mène.
Le premier, c'est la voie de toute chose. Oui, ce terme qui est connu depuis maintenant de longues années est intimement relié à ce qu'on en a appris aujourd'hui concernant la naissance des fruits du démon. La voie de toute chose, c'est à la fois la vie présente et insufflée partout autour de nous, que ce soit dans un poneglyphe ou un être vivant, mais c'est également la capacité de percevoir cette voix. Luffy, Roger, Oden, ils ont eux-mêmes la capacité d'entendre la voix de toute chose. Sauf que ce pouvoir et ce terme, ils reviennent dans le chapitre. Le titre du chapitre 1069 possède littéralement le terme Bambutsu qui veut dire toute chose. Et la voix sont les souhaits des gens qui sont à l'origine des fruits du démon. Donc il est possible que les fruits du démon naissent de la voix de toute chose, et que la voix de toute chose soit l'écho des souhaits profonds des gens. Exemple parfait. Les Klaboterman, les esprits des bateaux. On nous explique qu'ils sont l'incarnation d'un bateau ayant pris vie après avoir été profondément aimé par son équipage. Le Meri, qui avait son Klaboterman, est parvenu à l'invoquer assez naturellement car les Mugiwara aimaient profondément ce bateau. Cet amour, ce désir de voir cette embarcation comme un membre à part entière de l'équipage, a créé un esprit. C'est finalement exactement le même concept que pour les fruits du démon. Le souhait d'avoir telle ou telle chose finit par invoquer cette chose, mais sous forme de fruits du démon, comme c'est le cas avec les Klaboterman. Pour moi, c'est donc une confirmation et une révélation que la voix de toute chose est intimement liée à la fois aux prières du passé, aux souhaits des anciens, et par extension à la naissance d'esprits du présent et du futur, que ce soit de bateaux ou de fruits du démon. Ok, j'espère ne pas trop vous avoir perdu car on passe au deuxième sujet. Vegapunk explique ne pas savoir si les dieux existent, mais que le procédé de création des fruits du démon est intéressant. En effet, il y a une légère incohérence quand on prend un petit peu de recul. Les fruits du démon sont des créations finalement, à l'origine d'un souhait, certes, mais des créations qui sont contre nature, vu que la mère elle-même les rejette. Du coup, Vegapunk devrait plutôt se demander si les démons existent, puisque ce sont eux qui créeraient les fruits du démon, comme leur nom l'indique. Pour faire simple, ils se nourrissent du désir des humains, les matérialisent sous forme de fruits pour les pousser à la consommation, et vivent à travers eux en échange de la réalisation de leurs souhaits. Le mythe ayant inspiré Oda dans la création des fruits du démon est sans nul doute celui du jardin d'Éden et du péché d'Adam et Ève. En succombant à leur désir et à leur soif de savoir, poussés par l'influence du serpent, le démon du coup, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance et se sont retrouvés maudits. Et du coup chassés du jardin d'Éden. Les fruits du démon seraient la même chose, ils ont pour l'origine les désirs des êtres humains et lorsqu'ils succombent à ces fameux désirs, ils se retrouvent maudits par les océans puisque c'est contre nature. Donc le dieu créateur des fruits du démon serait bien le serpent, un démon. En tout cas, il doit forcément y avoir quelque chose, un pouvoir ou une entité qui rentre dans le processus de création des fruits du démon, expliquant pourquoi il semble être contre nature. On va rester sur cet aspect-là des fruits du démon puisque j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Lorsque Vegapunk parlait de la mer qui est la source de vie du monde, ça m'a rappelé une scène assez similaire au chapitre 1054 lorsque Ryukugyu disait la même chose de son fruit du démon, que le Logia de la forêt représentait les pouvoirs d'un des berceaux de la vie avec la mer. Du coup, je me suis demandé pourquoi il existait un fruit du démon de la forêt représentant la nature elle-même du monde, mais pas celui de l'eau. Bah oui, si la mer et la forêt sont tous les deux les sources de création de la vie, pourquoi seulement l'un d'eux se retrouve en fruit du démon et pas l'autre? Certes, il semble que seule la mer ait maudit les utilisateurs de fruits du démon, puisque la forêt ne semble pas avoir lancé une quelconque malédiction envers eux. Cependant, et avec du recul, ça me semble être une petite confirmation que le fruit du démon de l'eau existe. Véritable paradoxe, ce Logia serait également le plus puissant des fruits du démon, permettant à la fois de déchaîner la puissance des océans contre ceux n'ayant pas de fruits du démon, et de justement représenter la faiblesse des utilisateurs de ces pouvoirs contre eux. Donc oui, ce chapitre m'a, dans un sens, davantage convaincu de la future apparition d'un tel fruit du démon, et je dois dire que si ces pouvoirs naissent des désirs des hommes, alors il doit y en avoir beaucoup qui ont rêvé d'obtenir et maîtriser la puissance de l'un des plus terribles éléments. Voilà, j'ai fait le tour rapidement, mais à la fois assez en détail de ces sujets, m'étant venu à l'esprit lors de ma lecture, et je pense sérieusement avoir relevé de nombreux points intéressants. J'aimerais conclure cette partie avant d'attaquer celle de Nika que si les fruits du démon sont véritablement liés au désir des humains, alors il n'est pas impossible que ce soit l'explication de comment et pourquoi certains personnages ont un fruit du démon qui retranscrit aussi bien leur personnalité. Je pense notamment à la famille Charlotte qui sont nombreux à avoir des fruits du démon et tous s'accordent parfaitement avec leur histoire. C'est également et surtout le cas pour Toki. L'ironie du sort est qu'elle ait mangé le Toki Toki no Mi pour aller dans le futur. Si finalement, ce fruit du démon est à l'origine l'un des désirs, l'un des souhaits de Toki pour permettre ce voyage temporel et ainsi guider le monde à son aube. Car oui, qu'on le veuille ou non, si Toki n'avait pas existé, le monde serait bien différent. Momonosuke ne serait jamais né, les Kozuki n'auraient peut-être jamais eu de descendance tout simplement, le langage des poneglyphes aurait pris fin, Wano aurait sombré sans que Luffy puisse le savoir, et j'en passe. Bref, j'imagine que vous voyez où je veux en venir, dites-moi si cette théorie vous a convaincu, si elle vous intéresse,
mais je pense qu'on tient vraiment un truc. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Pour la première fois depuis le chapitre 1044, on nous reparle avec précision de Nika et ses Vegapunk qui se collent à la tâche. Il explique en Mugiwara que cette forme est celle de Nika, le dieu du soleil, le guerrier de la libération, celui qui apporte la joie aux personnes dans le besoin. Son nom fut effacé de l'histoire, mais son existence ne disparaît jamais tant les hommes continuent de prier son apparition. Et ben déjà qu'il fait un petit peu froid en ce moment, comment ne pas avoir des frissons? Certes, pas de grandes nouvelles à ce jour, mais là, Vegapunk, c'est pas adressé à n'importe qui, ce sont les Mugiwara. Avant Luffy lui-même, les Mugiwara découvrent qui est Luffy sous cette forme. Ils découvrent que contre toute attente, il ne possède pas les pouvoirs du Gomu Gomu no Mi, et tout ça, c'est avant Luffy. Je trouve ça dingue. Il est toujours là en train de nommer ses attaques en Gomu Gomu no, Mogura Pistol, etc. Alors qu'il le regarde en se disant, mais frérot, c'est pas du tout ton fruit du démon, ça. Tu t'es en train de plagier quelqu'un là. Bon, quoi qu'il en soit, je voudrais parler d'un sujet très précis concernant Nika et Joy Boy qui pourrait peut-être permettre du coup d'expliquer l'origine du fruit du démon de Nika. On a bien compris que les fruits du démon existaient grâce aux vœux et désirs des gens, qu'ils soient dans le besoin ou non. Nika existera donc toujours à partir du moment où les gens auront besoin d'être heureux, auront besoin de sourire. Ce fruit du démon existe d'après le gouvernement mondial depuis au moins 800 ans, car cela fait autant d'années qu'il échappe systématiquement à leur emprise. De plus, lorsque Luffy s'est éveillé en Nika, Zunesha entendait en lui les fameux tambours de la libération, un son que pouvait apparemment provoquer un certain Joy Boy datant d'il y a 800 ans. Si on suit la logique, alors Joy Boy possédait le fruit du démon de Nika et à sa mort il y a 800 ans, ce Zoan Vitic s'est échappé pendant 8 siècles pour finalement atterrir dans les mains de Luffy. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Maintenant vient la théorie. Pour moi, Joy Boy, bien que possédant le fruit du démon de Nika, n'était pas le Nika originel pour autant. C'est-à-dire que le Nika originel datait d'il y a de ça encore bien des années auparavant, encore plus vieux que Joy Boy et l'ancien royaume. Par contre, ce fruit du démon aurait été créé par Joy Boy, par son désir d'apporter la joie dans le monde, la joie dans son monde. Joy Boy serait donc le créateur du Ito Ito no Mi modèle Nika. Pour mieux comprendre, je vais vous réexpliquer la théorie que j'avais émise dans la review du chapitre 1062. À l'époque de Joy Boy, Nika était une légende de bande dessinée, une légende de l'histoire littéraire du monde. Son épopée, son conte, fut écrit des siècles avant la naissance de Joy Boy et a inspiré toute une génération en tant que héros et guerrier de la libération. Ce qui explique également cet aspect cartoon qu'il a, cette apparence de comics et de fiction capable de réaliser tout ce que son imaginaire lui permet. Du coup, après les révélations d'aujourd'hui, on peut penser que Joy Boy voulait changer le monde dans lequel il vivait, il s'est mis à prier et espérer devenir comme Nika, cette divinité qu'il voyait comme un héros, comme nous lecteurs nous voyons Luffy actuellement dans One Piece. Le fruit du démon et l'incarnation de Nika sont donc apparus à Joy Boy qu'il a consommé pour combattre le gouvernement mondial. Ça serait donc ça l'origine du fruit du démon de Nika, un fruit du démon créé par la volonté et les désirs de Joy Boy d'incarner le dieu du soleil, ce dieu provenant de la littérature de son monde antique. Et si finalement cette histoire s'étendait à Luffy? Vegapunk nous dit que tant que les gens continueront de prier l'apparition de Nika, jamais il ne disparaîtra et que chaque souhait que l'on fait peuvent se transformer en quelque chose de concret. Maintenant, je vous rappelle que Luffy il a deux rêves, celui de devenir roi des pirates certes, mais également un rêve encore plus grand, l'ultime qui nous est inconnu à ce jour. Et si finalement ce rêve était relié à Nika, que Luffy dans sa jeunesse et avant même de savoir ce qu'était être roi des pirates, rêvait tellement de libérer le monde, de faire sourire les gens et d'apporter la joie sur les visages, que le Ito Ito no Mi modèle Nika est venu jusqu'à lui. Cela expliquerait pourquoi il semblait tant destiné à manger ce fruit, cela expliquerait pourquoi ce fruit possédant une telle volonté s'est laissé consommer par lui, et ça expliquerait peut-être le rôle qu'aura ce pouvoir dans la réalisation de son rêve ultime. Luffy ne pourra véritablement réaliser son rêve que grâce à ce fruit du démon, uniquement grâce à la liberté accordée et apportée par Nika, le dieu soleil et le guerrier de la libération. Nous passons enfin à la partie finale, celle sur Sentomaru, qui sera finalement assez courte, mais évidemment je voulais relever plusieurs points. Vegapunk semble l'avoir recueilli dans sa jeunesse, on ne connaît pas les circonstances exactes, mais le scientifique doit être particulièrement proche de la famille Sentomaru Borsalino, ce qui valide encore pour moi pourquoi Kizaru irait défendre le Vegapunk plutôt que de le laisser se faire tuer. La scène finale montrant Lucci blessé apparemment grièvement Sentomaru sera à mon sens la source de plusieurs événements. Déjà la colère de Luffy c'est indéniable, mais
aussi et surtout la colère de Kizaru qui est censée arriver sur Egghead. Je doute qu'il réagisse très bien en voyant son neveu gisant au sol et ça pourrait être l'une des raisons le poussant à se rebeller contre Lucci et le CP0, tout simplement. C'est peut-être pas tout ce qui va se passer, mais à mon sens, les réactions de Kizaru dans son rôle d'amiral assez neutre peut le pousser soit à agir de façon radicale, soit de démontrer une nature sensible et amicale. Donc l'idée est qu'en arrivant sur Egghead, la présence de Vegapunk et de Sentomaru blessés soit un moyen de le canaliser. Ou alors au contraire, il s'en foutra totalement, il s'en cognera à 100% et il agira pour le bien de la marine et du gouvernement comme le bon toutou qu'il est censé être. Eh bien écoutez, voilà les bros, on arrive à la fin de cette longue review qui j'espère vous aura plu quand même. J'avais pas mal de choses à dire, pas mal de théories et d'analyses à faire, donc je pense avoir plus ou moins fait honneur à ce grand chapitre, même si j'aurais voulu pousser un petit peu plus loin et développer certains aspects que j'ai pas pu. Mais bon, sur ce, je retourne bosser l'iceberg. Passez une très bonne journée les refs, et du coup, eh bien écoutez, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, peace les bros.